Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Vous êtes le patron de France Télécom, d'Orange. Vous pouvez nous dire pourquoi Orange, France Télécom, est dans un sommet de l'Internet? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez de ces 2 jours? On est d'abord parce que ça se passe à Paris, que c'est dans le cadre du G8 organisé en France et que, en tant qu'un des acteurs importants de l'économie numérique en France, en Europe et dans le monde, c'était assez logique qu'on y soit. Alors c'est vrai que les opérateurs de télécom ne sont pas spontanément considérés comme des gens de l'Internet. Ce qui est toujours un peu surprenant parce que quand on y réfléchit un peu, sans nous, il n'y a pas d'Internet. Sans nous, sans nos réseaux, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas d'Apple. Tout ça n'est possible que parce qu'à un moment, il y a ces acteurs dans la chaîne qui investissent massivement pour construire les réseaux qui permettent à ces communications de s'établir. Que ce soit d'ailleurs des réseaux fixes ou des réseaux mobiles. Donc, les opérateurs de télécom, ils ont un rôle absolument central dans cette économie numérique, autour de cette première mission qui est la leur, qui est simplement de permettre l'accès entre tous les internautes du monde et plus généralement d'ailleurs toutes les personnes qui doivent communiquer entre elles. Ensuite, à partir de ce cœur de métier, forcément, nous avons, nous, un rôle que, pour simplifier, je dirais un rôle un peu de distributeur et d'agrégateur. Parce que nous sommes, dans tout ce monde, ceux qui détenons la relation finale avec le consommateur, à travers la facture qu'on lui envoie en particulier. N'oublions pas quand même que les grands acteurs de l'Internet sont des gens qui développent un modèle fondé sur l'audience et sur les revenus publicitaires. Le chiffre d'affaires de Google, c'est 95% de revenus publicitaires, Facebook 100%, prenons ces deux exemples. Il y a donc, je dirais par nature, c'est lié à leur modèle économique, ils n'ont pas cette relation personnalisée et dans le temps avec le consommateur final. Nous l'avons. Et le fait que cette relation existe nous confère une responsabilité particulière aussi vis-à-vis du client final sur sa consommation des contenus numériques. Sa consommation, son budget, mais aussi en termes de contenu et en termes de toute une série de règles autour de la consommation de ces contenus que nous devons quelque part, nous aussi, de respecter. Donc, on lui vend un accès et on est nous on a baptisé ça le coach numérique. C'est-à-dire, on est ceux qui sommes, ceux qui agrègent, ceux qui distribuent et ceux qui protègent aussi. Au fond, ceux qui tenons la main à tous les consommateurs et tous les internautes qui sont nos clients. On en a 215 millions dans le monde pour qu'ils aient la meilleure expérience possible avec le moins de mauvaises surprises possible aussi du numérique. Sur l'expérience justement, beaucoup de monde sur le web se disent, évoquent le fameux débat de la neutralité du net. Se disent le net c'est comme l'oxygène, l'eau qu'on boit, l'oxygène qu'on respire. L'accès à cet Internet de manière égale et de qualité doit être garanti à tous. C'est un sujet qui est difficile un peu partout, qui est difficile aux États-Unis, qui est difficile en Europe entre les opérateurs et entre les pure players. Je crois que vous avez rencontré récemment Google. Où est-ce que vous en êtes de ce débat avec eux? Alors, le débat lui-même, je crois qu'on confond un peu deux choses. On confond ce qui est une réalité économique dans une économie de marché ouverte, telle qu'elle est aujourd'hui, qui fait qu'il y a différents acteurs, qui sont des entreprises privées, avec un modèle d'entreprise, des actionnaires, des salariés, des clients. Nous sommes opérateurs de réseau, nous sommes opérateurs d'infrastructure, nous investissons, je vous l'ai dit, 6 milliards d'euros par an, nous investissons pour construire des réseaux. Et donc, il est bien normal que, vis-à-vis de nos salariés, de nos clients et de nos actionnaires, on ait un modèle économique qui mette des revenus en face de ces investissements. Sinon, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de réseau, et encore une fois, il n'y a pas tout le reste. Bon. Ensuite, il y a les principes du net. Bon. Et dans les principes du net, il y a un principe sacro-saint qui est un peu le fondement libertaire d'Internet, auquel tout le monde est attaché, et qui est la non-discrimination en fonction des contenus, qui n'est pas tout à fait le même sujet que garantir un accès universel à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, garantir un accès universel, c'est un leurre complet. Ouais. Il est évident qu'il y a une grande partie de l'humanité qui n'a pas accès à Internet, et même d'ailleurs une grande partie de la France. Donc, vous voyez, on est bien là, un peu dans les ambiguïtés. C'est-à-dire, il y a d'un côté un débat un peu de grand principe sur la neutralité du net,
qui voudrait que personne ne puisse discriminer, en fin de compte, les contenus qui passent sur le réseau en fonction de la nature de ces contenus. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Nous, vous savez, dans notre serment d'Hippocrate, il y a le respect de la secret des correspondances. Bon. Et donc ça s'applique évidemment aussi à Internet. Mais il ne faut pas confondre ça, qui est un principe de déontologie, je dirais, absolu, avec des réalités économiques qui sont que pour qu'il y ait une économie numérique, il faut qu'il y ait des réseaux. Pour qu'il y ait des réseaux, il faut qu'il y ait des opérateurs qui investissent massivement dans les réseaux. Et pour ça, il faut qu'ils aient des revenus qui y correspondent. Bon, et donc personne n'échappera à cette nécessité qui est de monétiser, comme on dit chez nous, une partie des trafics, ces trafics, pour pouvoir simplement justifier l'investissement. Mais qui va payer alors? Alors qui va payer? C'est le rôle des opérateurs d'investir dans les réseaux et de faire un commerce autour de l'accès. Bon. En même temps, on est dans une chaîne de valeur dans laquelle il y a des interactions dans tous les sens. Et il est bien évident que tous ceux qui ont un modèle qui est fondé sur l'audience, c'est-à-dire sur le trafic, ont un intérêt direct à ce qu'il y ait des réseaux performants qui leur permettent de développer cette audience, c'est d'ailleurs aussi leur chiffre d'affaires. Donc on a un terrain de discussion, je ne dis pas d'entente, mais en tout cas de discussion naturelle entre les acteurs de l'Internet, notamment les grands Américains, Google par exemple, et nous, car eux comprennent bien qu'il n'y a pas d'avenir possible pour eux s'il n'y a pas des opérateurs de réseau performants. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de passer un moment avec Larry Page, le patron de Google, pas ici aujourd'hui, mais c'est un autre membre de l'équipe avec Schmidt qui est là. Et Larry, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines, s'est montré, mais comme à chaque fois d'ailleurs, très ouvert sur les formes de coopération qui peuvent exister entre nous, notamment dans l'idée d'habituer les internautes à considérer que le réseau est une ressource rare et que par conséquent, il faut que chacun aussi adapte son comportement personnel pour qu'on puisse mieux gérer cette ressource rare. Vous savez, c'est exactement la même chose que les problèmes d'environnement. Il y a 10 ans ou 15 ans, c'était impossible d'imaginer que les gens allaient faire du tri sélectif et allaient avoir 3 poubelles chez eux. Aujourd'hui, c'est très très courant. Et bien, je vous garantis que dans 5 ans ou dans 10 ans, les gens auront modifié leur consommation sur les réseaux. Ils ne demanderont pas tout de suite à n'importe quel moment, qu'ils soient en mobilité chez eux. Ils comprendront qu'on ne peut pas télécharger 3 films en même temps quand on est avec un smartphone quelque part au fin fond de la Cambrousse. Voilà, ce genre d'évidence, et on ne parle pas de neutralité du net là, on parle juste d'un effort collectif pour éviter la congestion, éviter le collapse des réseaux, qui est quand même la hantise de tout le monde, la nôtre d'abord, et pour ça on a besoin de tout le monde, et tout le monde est disponible pour parler de ça. Pour finir, les trois grands défis que vous rencontrez sur ce monde Internet aujourd'hui, c'est lesquels? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir sur ces sujets-là, sujet Internet et numérique? Moi, je vous l'ai dit, ma première hantise, c'est de faire en sorte que les réseaux tiennent. Aujourd'hui, si vous voulez, à Paris, sur le réseau mobile parisien, on a une augmentation du trafic de 5% en volume par semaine. Ça veut dire que le trafic sur le réseau mobile parisien est multiplié par 12,6 chaque année. Vous imaginez ce qu'il faut faire pour simplement absorber cette explosion de la consommation. Alors on ne peut que s'en réjouir. C'est parce que les gens ont de plus en plus de smartphones, ils ont des tablettes, etc. et ils les utilisent. Donc c'est très bien. Mais moi je dirais ma première obsession, c'est quand même de faire en sorte que les tuyaux tiennent, que les infrastructures tiennent et qu'on ne connaisse pas en France ce qu'on connaît dans d'autres endroits du monde, et notamment d'autres grandes villes, à savoir des situations où les réseaux ne fonctionnent plus et où on ne peut plus se servir de ces appareils. Ensuite, j'ai une deuxième préoccupation, mais qui est un peu liée à la première, qui est de faire en sorte que dans ce monde Internet futur, notre métier à nous trouve des modèles économiques autour du partage de revenus et autour de ces efforts à organiser pour mieux gérer les réseaux, qui fassent en sorte que, on puisse continuer à investir, on puisse continuer à exprimer les compétences de nos 170 000 salariés dans le monde et apporter un service toujours meilleur à nos clients. Donc, on est dans un métier dans lequel rien n'est acquis, les choses changent en permanence et notre modèle économique de base, nous qui fournissons de l'accès, est un modèle qui doit s'adapter en permanence. Et en même temps, je ne veux absolument pas renoncer à nos ambitions aussi en matière de service.
Nous avons quelque chose à apporter aussi de ce côté-là, par notre innovation propre d'abord. Il y a tout un tas de domaines, hein, je ne vais pas être ici trop long, mais je vais en citer qu'un seul qui est ce qu'on appelle le sans contact. Donc l'utilisation du téléphone mobile pour toute une série de transactions qui aujourd'hui n'existent pas, où on en est au stade expérimental. Demain, on pourra, avec son téléphone mobile, payer chez un commerçant, payer son titre de transport quand on prend le métro ou le train. Demain, c'est quand? Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. On a une première expérience à Nice en ce moment, qui est un grand succès populaire. Et je peux vous dire que ça va aller très vite. Tout le monde travaille là-dessus. On a des partenariats d'ailleurs tout à fait intéressants avec Google, par exemple, sur ce sujet, qui sont très aussi intéressés par ces perspectives-là, mais avec Apple aussi, avec des fabricants de terminaux. Et donc, autour de la technologie du NFC, basée sur la carte SIM, on va pouvoir très rapidement développer ces services qui vont changer la vie quotidienne des gens aussi, apporter beaucoup de simplicité et beaucoup de sécurité. Alors juste un dernier petit mot, je m'en voudrais sur ça. Vous avez vu les récentes études ou débats qu'il y a autour de la sécurité des téléphones portables, sur les ondes des téléphones portables. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat qui commence à émerger et où il y a des inquiétudes de scientifiques ou de gens sur l'éventuelle nocivité d'approcher par exemple trop près son portable de son oreille? Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas fuir le débat. Il ne faut pas dire bullshit, si vous me passez l'expression. Bon. Il ne faut pas faire le débat, il faut admettre que c'est un sujet de préoccupation des gens, on peut les comprendre. Et donc il faut être tout à fait clair et transparent là-dessus. La grande difficulté de ce débat, c'est qu'il faut arriver à faire la part de ce qui est quand même assez irrationnel, et en même temps essayer de resituer sur un plan un peu factuel, objectif, scientifique, la réalité des sujets. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que, à ce jour, les études qui ont été faites par tout un tas de gens, notamment l'Académie de médecine et d'autres, n'ont jamais été en mesure de conclure à l'existence d'un risque particulier, avéré, lié chez l'homme, lié à la consommation, à l'utilisation du téléphone portable. Et en tout cas, certainement pas un risque lié à l'antenne. Une utilisation intensive, trop intensive, d'un téléphone portable chez un jeune enfant, par exemple, puisse être quelque chose à éviter, ça paraît assez clair aujourd'hui. Hein. Mais donc, ce sont des conseils de comportement qu'on est les premiers, d'ailleurs, nous aussi, à donner. Hein. D'ailleurs, je vous signale que nous, France Télécom, on s'est toujours refusé à mettre sur le marché des offres spécifiques pour les enfants, même les adolescents. Donc, je crois qu'il faut être prudent là-dessus. Maintenant, tomber dans un excès inverse, consistant à dire qu'il ne faut plus construire d'antennes de téléphone mobile parce que ça fait des ondes. Là, je crois qu'on tombe un peu dans la peur moyenâgeuse, qui n'est pas justifiée par des données objectives. Et chacun doit mesurer aussi les conséquences de ce que des positions extrêmes ou extrémistes et non justifiées par des études sérieuses pourraient induire sur la vie quotidienne des gens. Donc, il y a un paradoxe dans cette affaire, c'est que, autour des antennes, le téléphone mobile, c'est un appareil qui communique avec un autre via une antenne. Et il y a une puissance au niveau de l'émission, de la réception sur le téléphone, c'est la partie qui est la plus proche de l'oreille, et puis il y a l'antenne. Plus l'antenne est faible, plus sa puissance est basse, plus elle est éloignée, et plus le téléphone doit émettre de puissance pour pouvoir créer cette relation. Donc, plus vous êtes près de l'antenne, et moins votre téléphone est potentiellement nocif. Vous voyez, ça c'est un truc tout simple, qui explique que les gens qui refusent qu'on installe une antenne près de chez eux sont complètement à côté de la plaque s'ils raisonnent par rapport à l'existence d'un risque qui en fait tient à l'utilisation du téléphone portable. Voilà. Et donc, c'est juste un exemple pour démontrer que tout ça est... Deux petites questions perso. Est-ce que vous mettez l'oreillette quand vous téléphonez avec votre portable? Et est-ce que vous avez le Wi-Fi ouvert chez vous? Alors, est-ce que je mets l'oreillette pour téléphoner avec mon portable? Habituellement, non. J'ai pas cette habitude. Moi, je préfère téléphoner avec mon téléphone, sauf en voiture. En voiture, ça, je mets pas d'oreillette. J'ai un système dans ma voiture, Bluetooth, qui fait que je parle directement sur le haut-parleur. Est-ce que j'ai un Wi-Fi ouvert chez moi? Oui, ça ne vous étonnera pas. J'ai un Wi-Fi, j'en ai même d'ailleurs plusieurs Livebox chez moi pour avoir une qualité de réception partout. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Merci à vous.